Sen TV, bienvenue chez vous. Bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver sur les antennes de Sen TV. C'est reparti pour votre bloc d'information. Restez avec nous pour 90 minutes de direct. Ben, bonsoir. Bonsoir Amina, très heureux de retrouver les téléspectateurs. Nous sommes à quelques jours de la fin de la campagne électorale et chacun se bat pour avoir le maximum de suffrages, avoir le maximum de monde autour de soi et envoyer Macky Sall au deuxième tour. Non, ça c'est le vœu, l'ambition de l'opposition. Oui. Maintenant, lui, il veut gagner au premier tour avec 95%. Et pour lui, c'est déjà fait. Non, personne ne peut empêcher le président Macky Sall de gagner. Je le cite. Dès le premier tour. Oui. C'est lui qui le dit, hein. Bon, et puisqu'il le dit, il le fera. D'accord. Alors, on verra. En tout cas, dimanche n'est pas... C'est déjà plié, c'est bon, c'est fini. Non, c'est comme Gbagbo, il n'y a rien en face, donc... Ceux qui sont en face font des propositions. Mais on a entendu aux autres aussi, les autres revendiquaient aussi la victoire au premier tour. Hein. Mais Macky Sall a quand même du monde. Je ne sais pas s'il a des électeurs, mais il a quand même du monde. Il mobilise bien. Ouais, il mobilise bien, il a mis assez de moyens. Ouais. Et moi, j'aime bien le bus qui le suit. Il a un bus spécialement consacré. En tout cas, que tout se passe dans le calme, dans la paix, dans la transparence, et puis que... au soir du 24, qu'un vainqueur puisse être proclamé, sans pour autant que ça soit suivi de contestation.
D'accord. Alors ce soir, nous allons parler environnement, surtout de la préservation du littoral. On en parle sur ce plateau avec M. Mokhtar Ba. Il est président de l'association Nouveau Monde et on est aussi avec notre consultant maison, Momar Diong. Et de la perle aussi, de la plateforme. Et de la perle. De la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Tout à fait. Nouveau Monde est membre de la Perle. La Perle regroupe des organisations autonomes dont Nouveau Monde. Et vous êtes expert comptable aussi. Ah ouais, mon métier, moi, je suis expert comptable. D'accord. C'est pas contradictoire, vous verrez un peu. On a besoin de rationalité dans certaines choses. D'accord. Alors, Ben Bon, ça va? Ça va bien, merci. Je vous ai suivi hier dans la campagne avec des développements. Oui, on a essayé de développer sur le profil du meilleur président de la République et sur également cette polémique autour du bilan aussi. Et c'est Madické, le profil idéal. Quand Macky prend juste un peu, lui... C'est no stress avec Madické. En tout cas, avec lui, on est relax, on est bien. Alors... Justement, pour lancer le débat, on est sur cette affaire du littoral. Ça va de Dakar à Saint-Louis. De plus en plus, le littoral, il est agressé. Et pratiquement, tous les nantis veulent habiter sur le littoral. On dirait que c'est un signe extérieur de richesse, le fait de pouvoir loger sur ce littoral-là. Or, notre pays a besoin d'oxygène. Les Sénégalais ont besoin de respirer. Comme le soulignait tout à l'heure Mokhtar Ba dans ce livre de Mariam Ba, une si longue lettre, cette fusion avec la nature nous donne toute la plénitude de la vie. Écoutez, moi je pense qu'il faut mesurer le danger et le péril écologique qui menace le Sénégal par le dérèglement au niveau de l'écosystème du littoral. C'est extrêmement important. Le Sénégal compte 531 km de côte et aujourd'hui, c'est 25% de ces 531 km qui peuvent être menacés par les réseaux côtières. Et cette proportion pourrait s'aggraver d'ici 2080 et passer à 75% du littoral sénégalais. Vous voyez donc que c'est un phénomène extrêmement grave qui frise le péril écologique et vis-à-vis duquel il va falloir prendre des mesures urgentes. Souvent, quand des gens comme Mokhtar Ba, comme Pierre Goudiaby Atepa, comme d'autres qui sont dans le cercle dans lequel il est, s'activent et alertent sur le danger du littoral, on croit tout simplement que c'est peut-être une élite attachée à la beauté environnementale qui crie son désarroi. Or, c'est vraiment la dimension économique du littoral qui fait que eux, ils s'activent parce qu'ils en appréhendent toutes les menaces et tout le péril que ça peut avoir sur l'économie sénégalaise. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, 60% de la population sénégalaise vivent en effet sur le littoral. Ça fait 7,8 millions d'âmes sur les 13,5 millions. C'est énorme. Figurez-vous aussi que 68% du PIB découle d'activités se déroulant sur des endroits qui longent le littoral. Vous voyez donc que quand il y a menace d'érosion côtière et menace sur le littoral et dérèglement non seulement climatique de l'écosystème du littoral, mais aussi dérèglement de l'activité économique, les conséquences peuvent être dévastatrices pour l'économie du Sénégal et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour cette raison que la question environnementale, encore une fois, doit être au centre et au cœur du débat pour cette élection présidentielle. Mokhtar, ce littoral nous est cher et il est véritablement agressé et nous sommes en pleine campagne électorale et vous avez demandé aux candidats de s'engager à préserver ce littoral. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux réponses de ces candidats? Parce qu'ils aiment bien s'engager, mais une fois au pouvoir, ça change. Bon, je crois que Momar a bien centré les choses avec une gravité, ou la gravité qui sied.
je vais convoquer un état d'esprit, une école. À Harvard, puisqu'on nous dit aller jusqu'en Chine chercher le savoir, donc le savoir est partout. Harvard, qui est une des plus grandes écoles du monde, vous y avez une école économique qu'on appelle Doomed to Choose. Si on devait le traduire, c'est condamné à agir. Mais Doomed to Choose, c'est pas la bonne traduction. Pour être simple, économiquement, c'est que à côté des secteurs traditionnels que sont la santé, l'éducation, etc., on vous dit, si vous savez les trouver, il y a des niches qui vous bousculent tout et qui vous... Prenons la croissance économique. Quand on dit une croissance économique, nous avons 7%, 7,5%. Bon Dieu, ne discute pas d'où ça vient, de ce qui est rapatrié, de ce qui reste ici. Mais la finalité d'une croissance économique, bon Dieu, c'est quand même un niveau de vie qui augmente. Ce niveau de vie-là, lorsqu'il augmente, vous avez des salaires plus élevés, vous vous retrouvez à aller passer des vacances aux côtés de la mer. Alors celui qui n'a pas tout cela et qui a gratuitement cette mer-là, je crois que j'ai eu à l'expliquer dans une radio il y a 2 semaines à Objection, donc, où on a dédié l'émission à Mariama Ba. J'aimerais que vous me permettiez de lire ce que Mariama Ba écrit. C'est 1980. Mariama Ba dit ceci parce qu'elle recentre ce lien que nous avons avec le littoral. Les relations réelles, les relations concrètes, les bateaux qui viennent, etc. Les relations actives, la nourriture, les jeunes qui sont là, qui sont en train, comme elle le dit, construisant les châteaux de leur imagination. L'interprétation sociologique, culturelle qui fonde vraiment la relation que nous entretenons avec la mer et le littoral. On a l'impression qu'au Sénégal, bon Dieu, on ne comprend vraiment pas beaucoup. France 24 disait, avant que je ne me mette à lire cela, France 24 disait sur une émission concernant le Sénégal, la baie de Hann, jadis rivale de Copacabana. Ici, c'est un dépotoir. Là-bas, c'est l'entrée du Brésil courue par le monde entier. Donc je pense qu'on va revenir un peu sur toutes ces choses-là. Nous parlons de littoralité pour intégrer toutes ces dimensions. Nous parlons d'économie, de santé, donc c'est l'un des grands problèmes, l'hécatombe sanitaire que représente la manière dont on vit ici. Il y a le droit constitutionnel, le droit à un environnement sain, la bonne gouvernance, aujourd'hui le bradage dont il est l'objet, le désastre écologique dont il est l'objet avec toute la force que c'était. 10 baies qui forment le littoral de Dakar ici. Il n'y a qu'à les compter, Amina. Ouais. Yoff, Ngor, Almadi, Wakam, Mermoz, Fan, Soumbédioune, Médina, Cap Manuel, Anse Bernard, baie de Hann. Vous avez dit. Oui, attention. Et vous allez vous débrouiller pour louper ça. Alors, bon, alors, non, laissez-moi. Mariama Ba. Attendez, allez-y d'abord, d'accord. Terminez sur Mariama Ba. La plus grande attention, j'ai découvert, moi j'ai jamais lu une si longue lettre, on aurait dû lire ça, il faut que tout le monde lise ça. Là-dedans, il y a un paragraphe qui est concerné, ou un développement qui est consacré à ce littoral. Elle dit ceci. Lors des périodes de grosse chaleur, nous sortions de la ville étouffante pour respirer l'air sain des banlieues marines. Nous longions la corniche de Dakar, l'une des plus belles de l'Afrique de l'Ouest. Véritable chef-d'œuvre de la nature. Des rochers arrondis ou pointus, noirs ou ocres, dominaient l'océan. De la verdure, parfois de véritables jardins suspendus, s'épanouissaient sous le ciel clair. Nous débouchions sur la route qui mène à Ngor et reconnaissions au passage la ruelle qui descend à la plage des Almadies. Notre halte préférée était la plage de Ngor, située au village du même nom, où de vieux pêcheurs barbus raccommodaient les filets sous les fromagers. Les enfants y jouaient en toute liberté ou s'ébattaient dans la mer. Sur le sable fin, rincés par la vague et gorgés d'eau, des pirogues peintes naïvement attendaient leur tour d'être lancées sur les eaux. Dans leurs coques luisaient de petites flaques bleues pleines de ciel et de soleil. Quelle affluence des jours de fête! De nombreuses familles assoiffées d'espace et d'air pur se promenaient. On se déshabillait.
tentés par la caresse bienfaisante de la brise marine et la tiédeur des rayons solaires. Des fainéants dormaient sous les parasols déployés. Quelques gamins, pelles et seaux en main, bâtissaient et démolissaient les châteaux de leur imagination. L'air marin, et ça, vraiment, écoutez-le bien, l'air marin nous incitait à la bonne humeur. Le plaisir que nous goûtions et qui fêtait tous nos sens, enivrait sainement aussi bien le riche que le pauvre. Notre communion avec la nature profonde, insondable et illimitée, désintoxiquait notre âme. Le découragement et la tristesse s'en allaient, soudainement remplacés par des sentiments de plénitude et d'épanouissement. Revigorés, nous reprenions le chemin de nos foyers. Bon Dieu, comme nous avions le secret des bonheurs simples, cure bienfaisante dans la tourmente des jours. Là-dedans, vous avez une interprétation culturelle, sociologique, sont décrites ici. Les relations que nous entretenons avec ce littoral, nos relations, comme je disais tout à l'heure, réelles, actives, mais concrètes. Mais c'est ça le littoral. Si vous enlevez ça à quelqu'un, le riche, le pauvre, nous parlons de mixité sociale. Pas seulement certains qui doivent y aller et d'autres qui ne doivent pas y aller. Prenons un chômeur qui n'a pas de travail. Ce chômeur-là, qui a au moins l'exutoire de l'océan, qu'on lui ferme et qui se retrouve sur une corniche couloirisée, derrière un Ndiaga avec une fumée noire toxique, dans la chaleur. Mais ce gars-là, mais c'est ça qu'on appelle la cocotte minute. Donc moi je crois que d'abord sociologiquement et tout, nous avons un lien avec ce littoral, c'est une dynamique. On ne peut pas aujourd'hui se décrocher de ce que nous sommes. Donc dans ce texte-là, ce que nous proposons aux différents candidats à la présidence de la République, c'est un moment fort où nous prenons notre destin en main, nous disons à quelqu'un, vous allez nous suivre. Mais nous avons dit on va construire un consensus. C'est difficile à faire un consensus quand on dit le CFA, consensus, c'est idéologique. Il y en a qui seront d'accord, d'autres qui ne seront pas d'accord. Si vous dites l'éducation nationale, idéologique, celui-là va vous dire, mais moi je veux les langues nationales. Mais les daras là, non, moi je veux une formation active, je veux une formation technique, etc. etc. Nous disons, ah là le consensus c'est facile puisqu'il est question de l'air, de la qualité de l'air que nous respirons. Aujourd'hui on dit de Dakar que c'est la deuxième ville. Je ne dis pas ça moi d'ailleurs, parce que ça va être polémique. C'est l'une des villes les plus polluées au monde. On dit de Dakar que c'est parmi les 10 villes au monde où on vit le moins bien. On s'est débrouillé pour que, avec ce que Dieu nous a donné, on était tranquille là, on pouvait dormir là sous les lauriers et tout. On s'est débrouillé pour vivre le moins bien possible ici. Là, vous parliez de 530 km, donc c'est des discussions. Hein. Je pense qu'on a 650 km net si on décroche la Gambie. Et évidemment, notre vie est là. 531, je veux dire. Voilà. Donc, on discute, on parle de 650 si on décroche la Gambie, etc. Sur le ratio sur 14 millions d'habitants, mais il faut prendre un bâton et nous battre là si on est pauvre. Hein. Même là, pour moi, le plus grand échec de nos gouvernants depuis l'indépendance, c'est l'aménagement du territoire. Soyez riches, vous ne pouvez pas respirer. Soyez riches, vous ne savez pas où habiter. Soyez riches, mais quand vous sortez, vous n'avez plus le contrôle de où vous allez parce que vous êtes derrière. Avant de venir à cette émission, il y a Momar qui me disait derrière, il ne faut pas être en retard, prends telle rue. Dès que vous êtes en logique, vous êtes perdu. Il faut que vous soyez dans l'illogisme pour arriver. Les Toubabs là, ils nous ont laissé la Médina, rue 22, angle 3, vous arrivez. Rue 7, angle X, vous arrivez. Tous les autres quartiers que nous avons fait, chaque fois que vous devez y aller, si on ne vous prend pas par la main pour vous y amener, vous n'irez pas, vous n'allez pas y aller. Donc, c'est tous ces aspects-là que nous retrouvons dans ce concept de littoralité, avant d'aller sur les grandes mesures que nous proposons aux autres, et pour vous délivrer un peu les premières signatures que nous avons, voilà, les dispositions positives que nous avons obtenues des différents candidats, ça que vous nous ayez vraiment entendu, à part certaines radios que j'ai pu faire pour expliquer un peu tout ça. Ce matin, ça quand même je peux le dire. Donc le premier à répondre, c'est le président Sall, qui, j'ai été surpris entre eux, je m'attendais, parce que j'ai été dur moi dans le diagnostic. Hein. Je parle d'hécatombe sanitaire, je parle d'urbanisation donc incontrôlée, mal guidée, déficit de capacité institutionnelle et tout ça. Et il faut lui reconnaître, on m'a demandé de ramener le papier avec une lettre. Et le lendemain, on m'a appelé en me disant, vous êtes félicité dans la manière d'écrire ça et tout. Il prend tout, 100%. Donc pour le moment, il n'y a que le président Sall qui a signé le document.
On n'a même pas encore les signatures, les acceptations. Tous les candidats sont soit acceptés, soit dans leur disposition, parce qu'on avait une approche. L'approche, comme ils étaient dans les différents, ils étaient en campagne, donc on ne peut pas leur donner comme ça. On a envoyé en ligne donc à leur plénipotentiaire pour qu'ils le remettent. Et puis, quand on a les réponses, habituellement, on nous dit « Ok, il est d'accord, il est d'accord, il est d'accord ». Je ne peux pas dire ici que Sonko a dit qu'il est d'accord. Oui, mais avec un candidat comme Sonko, cela ne devrait pas être si compliqué, parce qu'il a à ses côtés Pierre Goudiaby Atepa, quand même, qui est membre également d'une association qui Non, de la Perle. Nous sommes ensemble dans la Perle. Exactement, absolument. Il est déjà venu sur ce plateau, donc avec un candidat comme Sonko, normalement, cela ne devrait pas être... Non, mais il n'en est même pas que... Tu sais, quand on fait quelque chose comme ça, we are on offers they can't refuse. Ça veut dire, c'est des offres qu'on ne peut pas refuser. Il y a un film là, c'est Le Parrain, là, on vous dit, faites-lui une offre qu'il ne peut pas refuser. On met un pistolet dans la tente et puis vous devez signer. Ici, quand on sera dans les mesures, vous verrez que personne ne peut ne pas le signer. Vous allez le voir, je ne vais pas aller plus vite que la musique, mais d'ailleurs, d'une manière générale, ils sont tous d'accord. Hein. Parce que moi, je suis un comptable. Pardon. Tant qu'ils sont à la quête des suffrages, ils sont d'accord sur tout. Moi, j'ai vu, au-delà de votre interpellation, en tant qu'organisation s'occupant du littoral, beaucoup d'autres interpellations citoyennes faites par le COSIDEP pour ce qui concerne les engagements de financement des différents candidats une fois élus à la fonction suprême. Il y a également le caucus des femmes leaders qui a fait le même type d'interpellation. On a vu également le forum des justiciables et tout ce qui s'active dans les acteurs de la société civile. Actuellement, tous les candidats à la quête de voix sont prêts à apposer la signature à n'importe quel document qu'on leur donnerait comme gage de bonne foi et comme gage d'engagement à appliquer ça en jouant sur les mots. Nous avons paraffé. Nous allons paraffer, nous allons faire ça. Nous sommes engagés. C'est pas ça le plus important. Je crois que le plus important, surtout dans la qualité de votre document, la nature de votre document, c'est qu'il s'agit de mesures très simples, de mesures très directes, très concrètes. On n'a pas besoin vraiment de législation à asseoir, etc., pour accompagner le mouvement. Sans incidence financière. Sans incidence financière. Sinon positive. Sinon positive, qu'il va falloir tout simplement mettre en œuvre. C'est tellement simple. Et je crois qu'à ce niveau-là, je crois que peut-être vous êtes un peu en avance par rapport aux autres organisations de la société civile qui ont interpellé, mais parfois sur des termes dont les contours ne sont pas suffisamment maîtrisés, qui nécessitera, une fois la personne élue, de réétudier le dossier, de faire appel à des spécialistes, etc. Vous n'en êtes pas là. Je peux vous dire, vous avez pris 8 mesures concrètes, simples, qu'il va falloir appliquer et immédiatement. Et c'est là où se trouve l'originalité de votre approche. Entre le tourisme et les prédateurs fonciers, qui a véritablement tué le littoral, parce que le tourisme, ça rapporte. Oui. Naturellement, je prends le cas de Soumbédioune, avec l'hôtel Azalaï qui est en train d'être érigé. Il y a les prédateurs, ceux que j'appelle les prédateurs fonciers. Ils ont une boulimie foncière extraordinaire. Ils veulent tous loger sur le littoral. Finalement, entre les deux, qui véritablement... C'est vrai, eux tous ont agressé le littoral. Certains l'ont fait à titre strictement privé et pour leur confort personnel. C'est ce que vous appelez les prédateurs fonciers, qui ont construit de très belles villas tout au long du littoral. Mais autant ils agressent le littoral, autant également certains réceptifs touristiques où ils veulent avoir les pieds dans l'eau ont agressé également le littoral. Je pense qu'il a bien fait, Makhtar a bien fait tout à l'heure, de lire ce texte de Mariama Ba qui date des années 80. Parce qu'en réalité, le phénomène de l'érosion côtière et de l'agression sur le littoral date des années 80. Mais on ne l'a jamais pris suffisamment au sérieux. Pour une raison bien simple. Parce que tous ceux qui ont porté ce combat auparavant n'avaient pas mis suffisamment l'accent sur la dimension économique. C'était souvent des préoccupations sur la qualité de l'air, sur la qualité de la vie, sur la beauté de l'environnement, comme l'a fait le texte d'ailleurs de Mariama Ba, sans insister outre mesure sur la dimension
économique. Et je crois que si on veut que les acteurs politiques aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle puissent prendre suffisamment ça en compte, c'est qu'il faudrait les alerter, leur faire changer de mentalité. Il y a 3 types de personnes qu'il faudra faire changer de mentalité pour que la question de les raisons côtières et environnementales soit suffisamment prise en compte. C'est d'abord les décideurs, c'est-à-dire les gouvernants, c'est les législateurs, mais c'est aussi les populations. Cette approche-là, qui consiste à croire que quand des personnes s'activent pour les questions environnementales, c'est uniquement pour la qualité de l'air, la qualité de vie, pour leur confort personnel ou pour la beauté de la nature, il va falloir qu'on rompe avec cette idée et qu'on sache que derrière ce combat, il y a des enjeux économiques énormes. Et c'est ça que je voudrais que fasse ressortir Matar Ba autour de cette émission-là. Est-ce que ce n'est pas finalement ces enjeux économiques, ces enjeux qui vont rendre encore difficile le travail que vous êtes en train de faire? On est dans une histoire compliquée, mais en même temps simple. Nous avons, nous, une approche simple, tranquille, en réalité, de cette affaire-là. Selon que nous sommes chez Kagame, parce qu'on lit, on voit ce que les réseaux sociaux disent, ou au Sénégal, avec les pressions qu'il y a, quand vous analysez une situation, c'est pour avoir des résultats. Pas foncer parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Il va falloir prendre en considération les conditions qui sont là. La plupart du temps, on me dit, mais Mokhtar, vous perdez votre temps, ils ont tout pris. Nous, on a travaillé sur le rattrapage de cela. C'est Attali qui disait ceci. Le drame de la France, c'est que tous les pays autour de la France, ça avance à coup de réforme. Mais la France, là, ça avance à coup de révolution. Donc nous, on a dit, au Sénégal, par rapport à cette situation, comme on était en examen, hein, on n'est pas là pour recopier les autres ce qu'ils ont. S'ils ont une rationalité que nous n'avons pas, ça n'ira jamais. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, là à côté, les Ivoiriens sont venus nous féliciter ici lorsque nous sommes sortis de l'épisode turc où l'ambassade de Turquie devait se faire sur la corniche. Les gens se sont battus pour que cela ne se fasse pas. Ils nous ont félicités. Ils sont revenus ici prendre connaissance de nos textes. Ils ont trouvé ici une loi littorale sur 10 ans, sur 20 ans, toujours en projet. Ils en ont pris des éléments, ils les ont approuvés chez eux, ils ont pris les lois qu'il fallait. Et aujourd'hui, quand vous dites, nous parlons d'émergence, en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale parle des portes du paradis. Non. Ils disent que la Côte d'Ivoire est aux portes du paradis. Prenez le dernier Jeune Afrique, c'est là-dedans que c'est analysé. Et quand vous prenez la liste de ces émergences-là, vous avez évidemment les infrastructures, vous avez les populations dans certains domaines, dans leur amélioration sur le plan social, mais vous y trouvez en bonne place l'aménagement de la baie de Cocody. Ils sont venus ici, quand ils sont repartis, ils ont enlevé le café d'Europe. Ils l'ont démoli. Ils ont tout enlevé. Aujourd'hui, ils vont avoir une tellement belle corniche que moi, je vais bien me hasarder d'aller en Côte d'Ivoire parce que je ne vais pas supporter ça. Parce que nous, ce que nous avions, on avait 10 000 fois mieux que ce que les Ivoiriens ont. Ils ont juste une baie. Nous avons des baies escarpées, des baies dans tous les sens, etc. etc. Donc, le Sénégal est là tel qu'il est, on ne peut pas l'ignorer. Quand vous faites une étude, si vous étiez à l'examen, il faut que vous sachiez ce que vous faites, comment vous allez le faire. Et donc, nous avons eu toutes ces approches-là, d'abord économiques, parce que si vous connaissez votre enrichissement, d'abord les conséquences économiques, mais avant l'économie, c'est la santé que je vois là-bas. Amina, aujourd'hui, à côté de vous, regardez bien qui meurt d'infection pulmonaire, qui meurt de cancer du poumon, de cardiopathie, d'AVC, les yeux, mais les irritations, mais aujourd'hui c'est monnaie courante. Moi qui vous parle, je me disais est-ce que j'ai pouvoir parce que j'avais des problèmes de cette nature-là depuis 2-3 jours à peu près. C'est tout le monde. Les enfants, ils passent. Un de mes amis m'a appelé avant d'arriver en me disant j'ai mes 2 enfants, ils sont en crise asthmatique aiguë. Mais nous n'avons plus de vie. Que vous soyez riche ou pas, ou joli comme vous êtes, pareil. On ne vit plus au Sénégal. Alors, maintenant, l'économie, ici, pour couper court avec des discussions, ici, quand on polémique, c'était mon premier diagnostic. J'ai dit, pas se mettre à convaincre des gens comme ça, qui, avec leurs propres yeux, font le tour du monde. Ils vont au Maroc, ils vont à Hong Kong, ils vont à Miami, ils vont à Nice, et puis ils vont admettre que chez eux, ce soit le dépotard. Ça, tu vas lui expliquer. Je n'explique rien du tout. Moi, j'essaie de voir comment je vais contourner cette situation-là. Et la première des choses que j'ai fait, j'ai travaillé sur le benchmarking, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai regardé pour faire ce document partout, l'Irlande, ils sont très bons là-dessus.
Les meilleurs, c'est les Australiens, les Canadiens sur le côté ouest et sur le côté est. On a regardé ça. Le Cap anglais aussi, ils sont très 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 bons. Nous, on est accrochés à notre France, etc. Mais quand vous y allez, la politique nationale que nous découvrons ici, c'est du Canada. Politique nationale d'architecture, d'aménagement et d'urbanisme du littoral. Vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas de plan d'action. On sait que c'est ici qu'on doit faire ceci, etc. Donc c'est là où on explique que les 30% d'espace vert, les 30% de projets culturels et qui va rattraper l'économie, etc. Et les 40% qui sont construits selon un développement urbain vert avec des toitures végétales, des toitures écologiques. Quand on le dit, on va dire, mais il ne rêve pas celui-là. Mais on est bon, on a nos jambes là qui tournent là-bas dans au foot, dans le foot anglais, etc. L'économie. Oui. Vous-même vous le dites, est-ce que vous ne rêvez pas? J'ai suivi dernièrement, vers 3h du matin, l'interview de Nicolas Hulot avec la chaîne belge. Il dit, j'étais dans le gouvernement, je suis la personnalité publique la plus aimée des Français, mais Emmanuel Macron ne me comprend pas. Mes collègues du gouvernement ne me comprenaient pas, j'ai préféré quitter et revenir parler à la mer, ici, en Bretagne, tranquillement. Aujourd'hui, est-ce que le problème n'est pas là? Il est différent. Est-ce que nos dirigeants comprennent les enjeux de ce combat que vous menez tout le long du littoral? Est-ce que même les riverains du littoral le comprennent très bien? Mais justement, moi, il a dit quelque chose. Il a dit, on nous prenait Pierre Goudiaby, moi-même, et Abdouba et autres. On nous disait, une grande maison, des choses comme ça, c'est ce qu'on disait. On avait du mal à passer, hein. On avait l'impression qu'on sortait du match. Mais moi, j'ai commencé à être invité quasiment sur toutes les radios. Je dois passer à GMT avec Mobar là, le vendredi, de 23h à 2h du matin. J'y étais il y a 2 vendredis. Oxygène, ces radios-là ont commencé à m'inviter lorsque j'ai commencé à parler des maladies pulmonaires. Oui. Des problèmes de santé publique. Et les médecins qui m'appellent eux-mêmes en me disant il faut y aller, mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Mais sans qu'on ne saute un jeu, rester dans un truc parce qu'il a parlé de l'économie. Et j'ai parlé de benchmarking. Je ne vais pas aller loin. Hein. Si vous allez au Maroc, tout le monde y va au Maroc. Tu connais le Maroc, Ben? J'y étais. Amina? Oui, j'étais de façon. Bon, alors, prenez la corniche de Rabat. La corniche de Rabat fait 11 km. Pour que vous sachiez, nous, qu'est-ce qu'on a comme... Nous avons à peu près de l'aéroport de Dakar, c'est le Paul Sédar Senghor, au Cap Manuel, on a une trentaine, 32, 33 km. Voilà. Donc la corniche de Rabat fait 11 km, c'est-à-dire Almadies, boulevard de la République. C'est à peu près ça. On y a mis 3,5 milliards de dollars. Tu sais à quoi ça correspond? C'est la moitié du budget national sénégalais. Lorsque vous prenez 11 km, est-ce qu'aujourd'hui, nous, Sénégalais, nous osons prendre la moitié de notre budget, aller dire aux Sénégalais, bon, on va mettre la moitié du budget là, entre Almadies et la porte de l'avenue de la République. On ne boxe pas dans la même catégorie. Oui. Vous avez là des choses qui se passent là. J'ai vu le roi du Maroc qui rentre là, qui voit un bâtiment. Non, ici, c'est le salon de la ville, c'est la corniche. Hein. Tout ce qui y est là, ça doit être de dimension mondiale. Allez me voir ça. Il faut faire ceci, donner de l'argent, envoyer ses architectes, etc. Ça dépend de comment nous voyons nous-mêmes le monde. Donc, ces 11 km, qu'est-ce que ça donne? Si les Marocains qui le font, c'est qu'ils sont conscients de la rentabilité que c'est. La première rentabilité, elle est foncière, c'est un levier foncier, financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la destruction créatrice que nous convoquons pour rattraper les choses, c'est très compliqué en disant ça à des gens qui ne sont pas économistes. Hein. C'est Joseph Schumpeter, le monde fonctionne de cela. Si vous rentrez dans la destruction créatrice, il y a un exemple que je vois entre Nokia par exemple et iPhone. Non, les choses sont faites pour évoluer de manière plus rentable, etc. Vous avez un terrain qui coûte 2 milliards de francs CFA et vous avez une maison qui coûte 300 ou 400 millions dessus. Mais les 2 milliards peuvent démolir cette maison, peuvent indemniser le propriétaire de cette maison et peuvent, sur la base de l'hypothèque ou du levier foncier que c'est, faire le projet que nous voulons, etc., de manière plus rentable. Donc l'exemple marocain, c'est fondamental. Vous avez 7800 emplois directs sur ces 11 km. Vous avez une attractivité de la ville qui fait que quand vous n'allez pas à Rabat, il y a quelque chose qui vous manque.
ça booste complètement l'attrait touristique avec une incidence sur la croissance économique et ce que cela veut dire. D'accord. Etc. Tout à l'heure, nous avons parlé des 8 mesures, mais nous ne nous sommes pas arrêtés sur ces 8 mesures. Est-ce que vous pouvez revenir de manière plus détaillée sur ces 8 mesures? Voilà. Donc, la première des choses, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ces mesures-là, on s'est débrouillé, enfin, on a fait attention pour qu'on ne puisse pas les refuser. Les refuser, c'est même être suspect, surtout à période électorale. Et je vais vous le dire, quand on va vous le dire, vous êtes suspect, pourquoi il ne veut pas ça. D'ailleurs, on ne dit pas, vous prenez les 8 mesures seulement, si vous ne les avez pas, vous avez, où sont vos alternatives? Parce qu'il est hors de question de laisser le littoral dans les conditions où ça se trouve. D'abord, la phrase d'entrée, c'est de dire, pour alimenter le débat, accompagner les candidats dans leurs premières actions, nous proposons 8 mesures concrètes. Ces mesures sont techniquement et juridiquement applicables dès le début du mandat du président élu. Facile, je vous dis, dans le mois ou les 2 mois, j'aurais été président, mais vous allez le voir. Il n'y a qu'à me mettre président la prochaine fois. Vous allez voir que vous avez une meilleure vie là. Tout de suite, par cette question-là, je ne passe pas par les autres machins. Alors, première mesure, nous suggérons la prise immédiate et simultanée de 2 décrets. Le premier décret instaurant clairement le statut d'utilité publique de Saint-Louis au nord à Cabrousse au sud. C'est-à-dire chaque fois qu'on doit y faire quelque chose, c'est de l'utilité publique. Vous pouvez faire un hôtel, vous avez des emplois, vous avez tout cela, ça peut rentrer dans l'utilité publique. Mais en tout cas, on est fondé à questionner la situation sur le plan de l'utilité publique. Parce que les 3/4 des choses qui sont ici ne sont pas l'utilité publique. Des gens qui ont des appartements, privatisation et des gens qui font des appartements et qui les vendent. Je ne vais pas voir, vous, citoyens, quel est votre intérêt. Un deuxième décret faisant des 10 baies que nous étions en train de lister, formant le littoral dakarois, un grand projet du chef de l'État du Sénégal. Je ne peux pas me décrocher de Amina parce que je crois que c'est la figure. Bon. Hein, Amina, vous avez vu, première mesure, simultanément 2 décrets, utilité publique et puis un grand projet du chef de l'État pour lui donner toute la dimension qu'il y a. Parce que l'attrait touristique, c'est ça, c'est de dire à Ngor, voilà, ou bien à Ouakam, c'est les peuples de l'eau. Les peuples de l'eau, voilà leur histoire avec l'eau. C'est le touriste qui vient et qui voit à telle heure les pirogues revenant, amener du poisson, les griller, etc. On sait qu'à telle heure, il y a ça. Et puis l'amplification qui peut en résulter si on fait du professionnalisme, etc. C'est ce type d'exemple-là. Mesure numéro 2. Première mesure conservatoire. On va d'abord pister là ce qui n'est pas encore touché. Et on met la main dessus pour cause d'utilité publique. On passe à la phase de ce qui est en train d'être construit qui n'est pas encore loin. Utilité publique, etc. etc. Et l'État qui est fondé à exercer un droit de reprise pour cause d'utilité publique, voilà, on les récupérera pour l'intérêt général. Donc, ensuite, bon, j'ai demandé d'ailleurs à ce que la DESCOS, là, qu'on voit, que tout le monde connaît, soit dotée d'une compétence spéciale littorale, formée à insuffler aux citoyens un comportement citoyen exemplaire. Qu'on voit que le citoyen, il est là-dedans, il ne va pas vous tendre la main, ou le touriste qui passe, qui est embêté à un point tel qu'il ne peut pas y aller, etc. Ça, c'est à gérer. Bon, il y a d'autres dispositions, une fois qu'on aura fait un audit approfondi, mais là, nous sommes dans les 2 mois ou 3 mois du président élu. 2 mesures, on en a 8. Troisième mesure. Aller rapidement. Voilà, troisième mesure, la taxe de privilège littoral, qui suit le principe du pollueur-payeur. Vous m'empêchez de voir la mer, vous payez. Vous empêchez les vents marins de me rafraîchir, vous payez. On est pandémique moustique. Même les vents, là, ça disperse les moustiques. Ça rafraîchit la ville. Il y a toute une dynamique qui est là-dedans. Pour aller vite, donc, ce TPL-là, pour instaurer un contrat administratif pour contraindre les bénéficiaires de baux à respecter leurs obligations d'intérêt général et fiscal notamment. Donc ça va quand même avec un management public, c'est pas comme ça, il y a du boulot là, du travail privé, il y a du travail public, il y a tout cela. Mesure numéro 4, c'est la cartographie des potentialités du littoral. Ça, on l'a pompé chez les Marocains. Ils ont ce qu'on appelle un atlas des potentialités. Sur les 3000 et quelques kilomètres qu'ils ont au niveau de leur littoral, les Marocains, ils ont
à chaque centimètre, ils savent ce qu'il y est. Ils exploitent cela pour l'attrait touristique ou pour autre chose. Donc c'est dans le même principe qu'on regarde de Saint-Louis jusqu'à Cabrousse, une fois que vous avez ces potentialités-là, il est difficile d'ailleurs d'y faire autre chose que ce qui boosterait ces potentialités-là et qui permettrait de les exploiter. Ensuite, mesure numéro 5 pour aller vite, c'est la politique nationale d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement du littoral. C'est moi l'expert comptable qui parle de politique nationale d'architecture. Oui. C'est tout le monde qui est concerné. Okay. Je suis fondé à le dire. Quand je parle comme ça, je le donne à tout le monde. Moi-même, ce n'est pas moi qui l'ai créé, j'ai été le pomper ailleurs parce qu'il a fallu faire du benchmarking pour dire, mais eux, ils font bien comme ça, pourquoi on ne ferait pas pareil? Et on travaillerait sur les conditions d'exploitation de ça ici. Cette politique nationale d'architecture, les grands principes de ressources limitées, l'irrémédiabilité, le patrimoine commun, la responsabilité partagée, ça c'est un peu compliqué à dire ici. Que cette politique prévoit les mécanismes de coordination permettant d'assurer la cohérence entre l'État et les collectivités locales, etc. Surtout que cette politique prévoit que 30% de la surface littorale soit consacrée à des espaces verts et de loisirs. Que 30% de la surface littorale soit consacrée à des projets culturels. L'espace dévolu doit permettre une puissante mise en perspective de ce que nous, Africains, apportons à la civilisation de l'universel. C'est Senghor qui parlait ainsi. Avec la force que nous avons en termes d'économie culturelle dispersée aujourd'hui entre ici ou là, nous sommes en train de dire qu'il faut travailler linéairement sur un certain nombre de choses, sur des projets comme ça, où quand un touriste vient, mais s'il ne revient pas, il reviendra 20 fois à Dakar quand il vient ici. Parce qu'on mettra tout cela. Nous avons la musique, on a tout, mais on a aussi des forces incroyables. Nos tableaux commencent à se vendre à New York. Picasso, j'ai lu la première fois qu'il est tombé sur l'art africain, la nuit qu'il a passée, lui, le surdoué qui n'a pas compris comment l'Africain a fait pour arriver à un niveau comme ça. Et dont aujourd'hui le tableau emblématique des Demoiselles d'Avignon qui fait 2 mètres sur 2 fait 73 milliards de francs CFA. Ça c'est ce que l'Afrique peut apporter. L'ambassadeur Bigot français disait la fois dernière à la radio, le monde a envie d'art sénégalais, le monde a envie de culture sénégalaise. Mais tout ça, c'est du management. On ne manage pas. Alors, dans cette mesure numéro 5, il y a l'architecture. L'architecture est un art qui se consomme au quotidien. On n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin de visiter un musée pour en voir. Il est toujours là. En plus de cette dimension sociale, l'architecture façonne notre identité et elle a un impact sur l'image que nous transmettons au pays comme à l'étranger. C'est Bourassa, architecte Canada. C'est lui qui parle comme ça, donc je l'ai cité. Donc, regardez ce que nous avons ici au CICES. Vous avez bien regardé l'architecture du CICES? J'étais à l'aéroport de Dakar. Hein? C'est l'Égypte, ça. Il y a l'art néo-soudanais, il y a le parallélisme asymétrique, il y a les Senghor, il y a tout ça. Mais j'étais à l'aéroport AIBD dans une réunion comme ça, et puis je disais, c'est pas possible quoi. Tout le monde était content, c'est beau, c'est beau. Je dis, c'est pas beau, il est beau en quoi? On a recopié. Elle me dit, oui, j'expliquais que l'aéroport de Dakar, ça devrait être... Vous avez vu le CICES comme il est fait? Imaginez-le dans des dimensions aéroportuaires. C'est ça le niveau que nous devons poser ici. Et parce que c'est une vision. Alors, et donc, vous voyez un peu le cadre bâti littoral, comment on peut l'utiliser, pas en faisant tout comme ça, mais en étant attentif à l'art néo-soudanais, au parallélisme asymétrique. N'oublions pas la première école d'architecture senghorienne sur le parallélisme asymétrique. Tout ça, c'est à la poubelle. Mais enfin, au Sénégal, il faut bien qu'on se réveille quand même. Alors, mesure numéro 6, la renonciation. Ça, cadeau à Amina. Renonciation volontaire, Momar, pour cause d'utilité publique. Est-ce que vous savez que le président Macky Sall a restitué son terrain de 2099 mètres carrés dont il était bénéficiaire sur le littoral de Dakar? Ah ouais? Eh bien oui, il nous a appelé, il a appelé Pierre Goudiaby Atepa, il était côte à côte, pour le lui dire devant nous, hein, et il en a fait une déclaration publique à la conférence de presse de Kaffrine, au sortir donc de leur conseil des ministres dans cette région. Mais ça, alors, attends, là on est mesure numéro, c'est très fort. Hein. 2000 combien mètres carrés? 2000,099. C'est très bien qu'il ait renoncé. C'est 2 milliards ou 3 milliards ou 4 milliards aujourd'hui. Mais le problème c'est comment il a fait pour avoir ça.
C'est que dans un pays normal, un citoyen normal ne peut pas avoir quand même 2000 mètres carrés dans une capitale. Voilà. Et sur le littoral en plus. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui en ont autant et qui ont refusé de renoncer. Mais on y va et je vais vous confier ça. Et puis je vais dire pourquoi hors antenne. Mais vous savez, là, le président Macky Sall, il faut applaudir, il a restitué. C'est une erreur, moi je considère que c'est une erreur, mais il a restitué. Ça, c'était dans sa déclaration de patrimoine. Nous nous adossons sur ça pour dire ceci. Donc, le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, a renoncé au terrain dont il était bénéficiaire sur le domaine public maritime et en a fait une déclaration publique. Bravo. Nous devons. Juste une déclaration ou bien dans le fond, le terrain a bien été... La parole présidentielle reste la parole présidentielle. Maintenant, l'environnement dans lequel cette parole s'exerce, selon que c'est permissible ou pas, enfin, Momar, quand on l'écoute, on voit bien que là, il y a des choses qui ne passeront pas non plus. Hein? J'entendais dire, quand Macron est arrivé, qu'on a décroché tous les grands partis, on dit, mais c'est la presse qui fait preuve maintenant de machin dans ce pays, en France, qui fait figure d'opposition. Non, je crois que c'est un ensemble de choses. Hein. Je crois que le fait qu'il ait accepté de signer cela, mais regardez ce qui vient après la phrase sur la renonciation, sa renonciation à lui. Il dit... Est-ce que la Perle a procédé à l'audit des occupants du littoral pour savoir qui y est, qui n'y est pas? Alors... En tout cas, on n'y trouvera pas un citoyen lambda qui s'est battu tout seul. C'est assez souvent... Mais je vais vous dire comment ils ont fait, mais laisse-moi la phrase là. Des cadres de l'urbanisme, du cadastre, de l'administration territoriale ou ceux qui ont été au pouvoir. Mais je vais vous expliquer jusqu'à l'OFNAC tout cela. Donnez-moi une seconde parce que là, mesure numéro 6, hein, c'est pour vous. D'accord. Nous devons obtenir de nos élites bénéficiant de Beau dans les mêmes conditions de suivre son exemple. Le président devrait fixer des objectifs de restitution clairs et un cadre de suivi. Disons, nous avons déjà 2 qui vont restituer. Donc, lorsque le président de la République l'a élu, dit, nous avons adopté cette mesure-là, que ce soit M. Macky Sall, je pense que c'est lui, il y a dans ce que les gens disent, moi j'en sais rien, mais ou que ce soit quelqu'un d'autre, quand il va aller là, lui il va poser le problème, nous avons tous bénéficié de ce type de terrain, nous devons les restituer, peut-être que le président Macky Sall va dire non. On a les moyens là de contraindre, hein, mais nous sommes dans une approche tranquille, pas compliquée. C'est pas la CREI, c'est pas tout ça, c'est une entente pour relancer la vie. Ça doit être une démarche volontaire. C'est une démarche volontaire. Nous avons été à tous les niveaux. Je vais vous donner, par exemple, comment ça se passe. Très rapide. En 1976. Mais démarche volontaire signifie aussi démarche facultative. Hein? Oui, on peut donner comme on peut ne pas restituer. Voilà. Si nous nous apercevons que ce n'est pas possible, mais vous allez à un autre niveau. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut d'abord comprendre, simplement, c'est ce que Ben est en train de chercher à voir. C'est comment ils ont fait? En 1976, il y a une loi senghorienne qui disait c'est inaliénable, c'est imprescriptible, c'est non édificandi, sauf précaire et irrévocable. Munuloko Djaï, Munuloko Djen, c'est ce que ça veut dire. Alors, chez nous, là, si on devait être au Guinness, nous on est futé pour contourner. On est passé par une disposition. À l'école primaire. Voilà, c'est ça. On est passé par une disposition de déclassement. La disposition de déclassement est une disposition normale dans tous les pays du monde. On peut dire, on ne construit pas sur le littoral. Par contre, on peut construire. Si on veut par exemple construire un fort militaire pour nous défendre, on va vous dire, ah non, on ne peut pas le construire. On a recours à une disposition de déclassement pour le construire. Je vais à des niveaux extrêmes, jusqu'à notre sécurité, pour dire que quand on doit y construire, on passe par cela. Mais que fait-on? On va avoir 0,001% utilité publique, et tout le reste, là, quand on veut un terrain, on fait le déclassement. On est passé par cette disposition qui doit se faire sur décret. Nous ne l'avons jamais vu. Et puis finalement, on a pris comme ça tous les terrains. Si vous allez à l'OFNAC, à l'époque, nous y avons été, l'OFNAC a dit, dans tout le processus, vous connaissez comment on définit la concussion, c'est différent de la corruption,
dans tout le dispositif où intervient l'administratif public, ok, où il y a un transfert de propriété ou choses de cette nature, mais tous ceux qui sont intervenus sur ce processus jusqu'à ce que le bien puisse être transféré à un privé dans les conditions qu'on connaît, vous êtes dans la concussion. D'accord. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc si on voulait aller dans une solution qui n'est pas tranquille, il y a aujourd'hui lieu de poser ce type de problèmes. Évidemment, c'est des problèmes. Terminons sur les mesures très rapidement avant l'heure de la pause. Il y en a deux, 7 et 8. Hein. On avait dit 8 mesures, on était sur la renonciation qui était la mesure emblématique. Amina. Très rapidement. Alors, mesure numéro 7, c'est notre droit à un environnement sain. Pas pour rien, on a une progression vers la complexité des choses. Parce que vous avez être beau riche, si vous ne pouvez pas respirer, où est votre richesse? Le droit de respirer. Donc nous l'appelons mesure numéro 7, c'est notre droit à un environnement sain. 2 paragraphes. Le droit de respirer, l'atout littoral. Malgré sa position de ville littorale et de presqu'île, on ne respire plus sainement à Dakar. Et d'après l'OMS, dans beaucoup d'endroits, il est tout simplement dangereux de vivre à Dakar. Deuxième. Voilà. Ça, c'est la toxicité de l'air, etc. Alors, Nous avons l'atout littoral, c'est la ventilation de la ville. Mais juste une phrase, Air Paris, à Paris, il y a quelque temps, il y avait un pic alarmant à Paris. Et je voyais le communiqué de Air Paris dire, vous savez, c'est très compliqué, mais nous avons de la chance parce que les vents sont favorables. Donc on attendait du balayage de la pollution à Paris que par les vents océaniques de l'Ouest. Nous sommes dans une presqu'île, donc on ne devrait avoir aucun problème sur ce principe. Deuxième point du droit de respirer, c'est l'atout foncier, aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est le seul endroit qui nous reste aujourd'hui pour reconstruire un poumon vert, mais malheureusement là, ils sont en train de se le partager. Alors ça, voilà. Dernière mesure, en 1 minute, on est à 36. Et bon, la mesure numéro 8, mesure numéro 8, nous l'avons ouvert à l'intelligence littorale avec les universités, le rôle qu'ils ont à jouer, etc., pour que les étudiants, tous ceux qui viennent, soient déjà formés à cette intelligence littorale-là, etc. Donc, c'est un peu plus intellectuel. Donc ça, c'est la démarche inclusive. Parfait. Donc 8 mesures. Momar, au vu de ces 8 mesures, avec la mesure 6, le président Sall qui a renoncé à son terrain, finalement c'est une question de volonté politique. Parce que cette agression du littoral n'est que le fait d'hommes riches, nantis, parfois enrichis même par le pouvoir en place, avec ces baux qui circulent entre mais bien évidemment. de l'administration. Moi j'ai écouté attentivement Mokhtar développer les 8 mesures qu'il propose. Hein. Mais moi je voudrais qu'on ait une approche quand même beaucoup plus large du sujet. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une période de transition écologique. Nicolas Hulot a beau démissionner du gouvernement de Macron en France, mais c'est la transition écologique qui vaut à Macron cette crise des gilets jaunes. Ça veut dire qu'il est sur ce cap-là. Ensuite, notre pays, le Sénégal, est quand même partie prenante du protocole de Kyoto. Et également partie prenante de CAP 21. Donc moi je voudrais qu'au-delà des questions liées spécifiquement au littoral, qu'on ait une approche environnementale plus large. C'est ce qui justifiera le fait que les candidats à l'élection présidentielle doivent mettre l'accent et accorder une attention particulière à la question environnementale. Parce qu'au-delà du littoral, la question environnementale qui se pose au Sénégal a trait à l'érosion côtière. On a vu les ravages que ça a fait dans plusieurs zones. On a vu également le phénomène de la houle, avec même les pertes en vie humaine que ça a causé au niveau de Saint-Louis, etc. Il y a un problème de la rareté maintenant de nos ressources halieutiques. Je voudrais qu'on ait cette approche beaucoup plus large, beaucoup plus globale de la question environnementale qui doit justifier qu'au-delà de la question spécifique du littoral, qu'un candidat à l'élection présidentielle prenne cela en charge. Vous savez pourquoi? Parce que le Sénégal est aussi membre de l'Institut mondial de la croissance verte. Ce qui suppose un certain nombre de stratégies à mettre en place, des politiques publiques tendant vers l'inclusion sociale, des politiques publiques tendant vers la durabilité environnementale, ce qui devrait permettre au pays à terme
d'avoir une croissance, mais une croissance verte. D'accord. Moi, je pense que c'est là la question fondamentale qui englobe bien évidemment les questions spécifiques au littoral. D'accord, une bonne politique. Alors, Momar, nous reviendrons. Ce sera juste après le 19h45 avec Mohamed Thiam. Restez avec nous pour la suite de l'essentiel. On vous retrouve dans quelques instants tout à l'heure. Sen TV, bienvenue chez vous. Dream Skin revitalise votre beauté. En plus d'une sensation de bien-être, votre teint est illuminé en 5 jours. Dream Skin, c'est 24 heures d'hydratation à base d'huile de carotte, d'huile d'argan et bave d'escargot. Rendez votre peau plus éclatante et vivifiante. Avec Dream Skin, vous êtes dynamique et confiante. Dream Skin, faites de votre rêve une réalité. Uniparco Cosmétique, vivez votre beauté, exprimez votre différence. Paris sportif. Gros gun. Paiement rapide. Pour me que fiable. Bookmaker Company. salaamaaleykum. maaleykum salaam sama jigéen gëj naa la gis. maa ngi fi. naka sama jarbaat. moom laay ñëw jëndal sax couche Gold Star jaay ma benn paquet numéro 4. numéro 4. ah merci beaucoup. nga nuyul ma sama jarbaat. benn couche. ah déedéet Diallo waxuma bii de bii fi soxna si jënd léegi laa wax. yow ni nga muusee kon yaa ngi doon bàyyi xel soxna si couche Gold Star bi mu doon jënd. ah waaye Diallo lu baax ñëpp ko bëgg doole yemul rek rawatina di jëm ci mbirum xale. te couche Gold Star sax moo gën ci couche yi. soxna si rek moo wax dëgg yéen yaay yi tàmmu leen couche Gold Star. couche Gold Star amul plastique gaawul fees du xotteeku te du jox seeni bébé benn irritation. couche Gold Star takkukaay yi élastique la dangay tafaki teppi saa bu la neexee te du dagg. couche Gold Star soo ko couché sa bébé dafay nekk ci jàmm mouvement bu ko neex def bu dee guddi nag dafay nelaw ba yandoor ndax couche Gold Star mooy mbégte doom di noflaayu yaay. Love Me, tellement irrésistible. Disponible chez Auchan. Vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Sénégal. merci beaucoup. affaire bi daal lu war gas suul ñun ñëpp benn lañu. ñu ngi toujours Ngor mais bi yoon ci centre de vote Aliou Samb. Demandez à Macky Sall de visu de quel droit il fait ce qu'il ñu nekk fii ci li Touba. li nga xamante ne moo di 18 safar. Sen TV, bienvenue chez vous.
Madame, Mademoiselles et Messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous. Bienvenue chez vous. Vous êtes bien sur la Sen TV, votre première chaîne urbaine du Sénégal. Et bienvenue dans votre émission Rendez-vous des excellences. L'art de la guerre, bien qu'encore présente sur la planète, laisse de plus en plus place à l'art de la paix. Plus communément appelé la diplomatie, semble être la nouvelle discipline qui prévaut entre les hommes. Notre invité aujourd'hui est la République islamique d'Iran. Comme vous le savez, la révolution islamique en Iran, c'était une révolution populaire. Vendredi sur Sen TV. Sen TV, bienvenue chez vous. – 19h45 sur les antennes de la Sen TV, c'est l'heure de la principale édition. Voici ce qui marque l'actualité de ce mercredi 20 février. Les Sénégalais appelés aux urnes ce week-end pour le scrutin présidentiel. Le ministre de l'Intérieur en charge de l'organisation annonce 97% de taux de retrait de cartes d'électeurs, pendant que les observateurs, eux, craignent d'éventuels bureaux de vote fictifs. Et puis les activistes du mouvement Y'en a marre mettent en place un cadre d'échange pour confronter les candidats aux citoyens. Il signale que le candidat sortant Macky Sall n'a toujours pas confirmé sa participation à ces échanges. Sport également dans ce journal, avec la Coupe du Monde de basketball prévue en Chine cette année. L'équipe du Sénégal se déplace au tournoi d'Abidjan ce week-end pour disputer son ticket d'entrée. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, mesdames, messieurs, merci de choisir la Sen TV pour vous informer. 97% de taux de retrait de cartes d'électeurs. Précision du ministre de l'Intérieur en charge de l'organisation de l'élection présidentielle. Aly Ngouille Ndiaye rassure que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de ce scrutin. Il a rencontré ce matin les observateurs qui n'ont pas manqué de faire quand même des remarques. Les détails dans ce compte-rendu signé Mamba Ndiaye et Pauline Thiam. Le ministre de l'Intérieur se veut clair quant au beau déroulement du scrutin. Je puis vous garantir que cette élection-là se fera aussi dans la transparence et dans le respect des droits de tous les candidats, avec une application rigoureuse de la législation électorale. Je voudrais vous informer qu'aussi bien la carte électorale que le fichier ont été arrêtés, publiés et remis aux candidats avant même la date prescrite dans le code électoral s'agissant du fichier. À moins de 5 jours du vote, le doyen des observateurs se dit rassuré. Au nombre de 12 chefs de mission, nous avons apponté la grande partie des départements. Nous avons aussi rencontré les acteurs qui organisent. Nous avons aussi rencontré la société civile. Nous avons fait le tour des QG des 5 candidats et même le QG des partis qui ne sont pas candidats. Nous pouvons dire que l'élection est bien préparée. Concernant le taux de retrait des cartes d'électeurs, Aly Ngouille Ndiaye renseigne. Il dépasse 97%. Et la distribution se poursuivra jusqu'à la veille du jour du scrutin pour ce qui concerne l'intérieur du pays et le jour du scrutin pour l'étranger. Sur ce point, le doyen des observateurs émet des réserves. Ce qui nous a un peu inquiété, c'est le retrait de ces cartes d'électeurs à un nombre de 250 000. Quand vous n'avez pas la carte d'électeur, vous n'êtes pas un électeur. Vous n'avez pas à main de choisir le candidat dont vous voulez. Et pour rappel, 36 organisations d'observateurs sont pour le moment accréditées, au moment où 5000 sont attendus le jour J. Venu représenter la société civile à cette rencontre, Mouniaï Sissé de l'ONG 3D appelle les acteurs à plus de vigilance pour l'identification d'éventuels bureaux de vote fictifs, même s'il partage l'avis du ministre de l'Intérieur qui précise que le temps de ces bureaux fictifs est révolu au Sénégal. Mouniaï Sissé s'exprime au micro de Mamba Ndiaye.
s'il y avait une velléité de créer des bureaux fictifs, c'est à la société civile et aux partis politiques de refuser cela. En quoi faisant? Il y a la carte électorale qui est disponible. On fait un bon maillage de la carte électorale pour constater de visu partout où il est prévu un bureau de vote. Je crois qu'aussi il y a une organisation à faire. Nous déjà, nous essayons d'avoir un maillage du territoire en se basant de la carte électorale et nous serons présents dans au moins 4000 bureaux de vote. Maintenant, pour lutter contre les bureaux de vote, si jamais c'est le cas, mais il faut s'organiser et prendre la carte électorale et essayer d'avoir un mandataire ou un représentant au niveau de chaque bureau de vote. Je crois que quand on a une ambition aussi de diriger un pays, il faut se donner les moyens de contrôle. Et le meilleur moyen de contrôle, c'est d'essayer d'avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Ce propos, qui de mieux placé que le Sénégalais lambda pour parler des priorités de ce pays? Telle est la préoccupation du mouvement Y en a marre à quelques jours de cette présidentielle. Le mouvement vient d'initier un cadre d'échange regroupant électeurs et candidats. Ils affirment que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas encore confirmé sa participation. Ces activistes dénoncent par ailleurs les propos de Maître Abdoulaye Wade et invitent les Sénégalais à aller voter massivement. Mam Astou Kane et Mohamed Diaw nous font le compte-rendu. La campagne électorale pour la présidentielle du 24 février prochain est marquée par un climat de suspicion et de rupture de confiance entre les acteurs, raison pour laquelle le mouvement Y en a marre, à travers sa nouvelle plateforme Wallu Askan Wi, offre aux populations sénégalaises un cadre d'expression et d'échange avec les candidats ce jeudi. C'est que ce n'est pas un débat entre les candidats. Les candidats ne vont même pas se rencontrer ici. Mais l'idée, c'est que les citoyens puissent, à bâton rompu, discuter avec les candidats, que ça puisse éclairer leur choix. Parce que l'idée, c'est que ce soit les citoyens qui sont encore indécis. L'idée, c'est pas d'avoir ici les militants des candidats qui sont déjà acquis à leur cause. C'est pas un meeting. Ainsi, les Y en a marristes appellent à la raison l'ancien président de la République Abdoulaye Wade qui campe sur sa décision de boycotter la présidentielle. Sur ce, ces activistes demandent aux Sénégalais d'aller voter massivement. Nous appelons Maître Wade à être plus responsable. Nous ne pensons pas que le Sénégal d'aujourd'hui a besoin de ce genre de discours. Ce n'est pas maintenant à la veille des élections que quiconque va appeler au boycott. Ça, c'est vraiment un discours irresponsable et nous le condamnons. Au boycott soutient d'une manière ou d'une autre le candidat sortant. Il n'est pas le système nerveux de ce pays. Tout ne tourne pas autour de lui. Nous appelons les Sénégalais à aller voter massivement et sécuriser leur vote. Les 5 candidats doivent faire face aux Sénégalais à tour de rôle. Mais le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas encore confirmé sa participation à ce face-à-face avec les citoyens. En marge de cette conférence de presse, le mouvement Y en a marre n'a pas manqué de s'attaquer au président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Selon son coordonnateur Babacar Diagne, le choix justement de Babacar Diagne de ne pas laisser exposer aux citoyens les programmes des 5 candidats est une forfaiture, disent-ils. Fadel Barro et au micro de Mam Astou Kane et Mohamed Diaw. Dans ce pays, des gens comme l'actuel président du CNRA, c'est des gens qui pouvaient être progressistes et encourager, aller vers des conquêtes démocratiques et beaucoup plus de liberté et permettre l'expression du débat pour permettre un choix éclairé des Sénégalais. Pour nous, c'est ça le rôle du CNRA. Que le pays a tout donné, on lui confie une telle responsabilité. S'il était progressiste, c'est lui-même qui devait s'autosaisir et organiser le débat pour permettre aux citoyens sénégalais d'avoir un niveau de démocratie supérieur à ce qu'on avait dans les années 2000 ou dans les années 80. Mais malheureusement, il s'est inscrit dans une logique de oui, on restreint. On ne permet pas que les gens sachent. C'est ça qui est dommage, qu'il faut condamner au même titre que vous, les journalistes, parce que ça aurait permis que les Sénégalais aient un choix éclairé. Il ne l'a pas fait et nous prenons acte. Alors à Ziguinchor, désormais, où les plénipotentiaires des 5 candidats à cette présidentielle ont été interpellés par les jeunes de cette région sur le programme de leurs différents candidats sur les questions de la paix en Casamance, l'emploi des jeunes de la région et leur place dans les instances de décision. Cette rencontre a été initiée par l'organisation dynamique de paix en Casamance, Henri Ndeki et son coordonnateur. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant Abdourahmane Diallo. Nous, la rencontre là, c'est une rencontre de partage et d'échange. C'est que les plénipotentiaires puissent présenter les programmes
de leurs candidats et que nous, en tant que jeunes, en tant qu'organisation civile, nous posons les questions sur les 3 aspects ou bien les 4 aspects que sont le processus de paix en Casamance, l'emploi des jeunes, la place des jeunes dans les instances de décision, mais également la prise en charge des enfants, la question de l'enfance. Et pratiquement dans la région naturelle Casamance, si on sait qu'il y a plus de 10 000 réfugiés en Gambie et en Guinée depuis 1982. Aujourd'hui, les enfants sont nés, ils ont grandi, ils ont eu des enfants et il y a des milliers d'enfants qui n'auront pas d'extrait de naissance. Ils ne seront ni guinéens, ni gambiens, ni sénégalais. Et pour nous, ça nous préoccupe et c'est pour cela que nous avons voulu poser des questions. Les jeunes, on pense qu'aujourd'hui, c'est sur la paix, l'emploi des jeunes, la question de l'enfance et la place des jeunes dans les instances de décision. Parce que pour nous, c'est important pour le développement, c'est ça, que lancer un appel à l'ensemble des futurs présidents. De changer le fusil d'épaule dans le cadre de l'accompagnement. Il faut avoir confiance aux jeunes. Vous êtes des témoins aujourd'hui, du début à la fin, il n'y a même pas de désordre. Donc ça prouve que la jeunesse peut mieux faire, mais il faut avoir confiance en eux. Autre interpellation à l'endroit de ces différents candidats, il s'agit cette fois de celle des organisations de la société civile sur la problématique de la nutrition au Sénégal. Selon son coordonnateur, la malnutrition est un obstacle par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable. Selon son coordonnateur, la malnutrition est responsable d'un décès sur 3 des enfants de 0 à 5 ans et a des conséquences néfastes également sur l'économie du pays. Seydou Ndiaye au micro d'Alassane Baldé et Tidiane Diop. Nous avons estimé utile justement d'interpeller les 5 candidats à l'élection présidentielle, leur rappeler les engagements nationaux et internationaux du Sénégal en matière de nutrition, mais aussi les amener à nous faire des propositions concrètes en matière de stratégie, en matière d'efforts pour justement venir à bout du fléau de la malnutrition qui existe dans notre pays sous ces 2 formes, avec peut-être un niveau, c'est vrai, malgré les efforts ces 10 dernières années, un niveau global assez précaire pour la région nord et la région sud-est de notre pays. C'est pourquoi nous avons engagé justement ce processus d'interpellation, mais nous avons fait une lecture des 5 programmes des candidats pour analyser le degré de prise en compte de la nutrition. Nous avons aussi fait une analyse de la situation et évoqué un certain nombre de demandes clés qui nous permettent justement de relever les défis de la lutte contre la malnutrition. Parlons d'autre chose à présent. Face au non-respect des engagements, l'amicale des anciens militaires invalides et mutilés de la Casamance dénonce une discrimination de l'État dans le paiement des pensions. De ce fait, ils interpellent le président de la République et comptent mener d'autres plans d'action dans les jours à venir si toutefois leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les détails dans ce reportage signé Tidiane Diallo et Oumar Diallo. L'amicale des anciens militaires invalides et mutilés en Casamance fustige le comportement des autorités face à leur situation. On est resté jusqu'à hier vers 10h, 10h30. On a des membres qui se trouvaient au sein de l'amirauté qui nous ont informé qu'ils sont en train de payer les grands invalides, soi-disant celles qui ont les 85%. L'article qui parle ici dit que si l'individu a fait 90 jours dans l'armée, 90 jours, et obtient une infirmité ayant droit pour une pension mixte. Ces anciens militaires comptent sanctionner le président Macky Sall ce 24 février, jour du vote, au cas où leurs revendications ne seront pas satisfaites. Nous, on défie le président. Il n'a qu'à régler le problème des invalides de différents corps paramilitaires, à part de soldats, à part d'adjudants jusqu'aux soldats. Sinon, on va voter sanction pour lui. Et on ne votera jamais pour lui. Et on le défie, on va le faire tomber, comme qu'on a fait à Abdoulaye Wade. Il lance un appel au chef de l'État. L'appel qu'on lance au chef de l'État, c'est le problème de la pension mixte pour qu'il essaie de régler ça pour une fois pour toutes. On attend jusqu'à vendredi pour essayer de voir comment faire. Bon, on a des portables, on fait une petite testo, tout le monde sera au courant d'où on doit voter. Ces invalides comptent poursuivre le combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications.
À Pikine, un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Warouaï. C'est dans la commune de Yeumbeul Nord. La localité est désormais désenclavée par une route en latérite. Selon ces populations, c'est un calvaire concernant leur mobilité qui vient de prendre fin. Ils souhaitent tout de même l'érection d'une école primaire publique et d'un poste de santé. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Younoussa Baldé. Et puis je vous en parlais dans les titres, notes de sport dans ce journal. À un match de qualification à la Coupe du Monde de basketball prévue en Chine en 2019 cette année, Abdourahmane Ndiaye vient de sortir la liste des 12 joueurs retenus pour le tournoi à Abidjan prévu ces 22 et 24 février afin de décrocher leur ticket pour le mondial. Les détails dans ce reportage signé Sadioka et Eladj Diène. Le sélectionneur des Lions du basketball a sorti la liste des 12 joueurs retenus pour le tournoi à Abidjan dans le but de chercher la qualification du mondial prévu en Chine 2019. Khan Dalmeda en poste 1, Thierno Ibrahimania en poste 1, Pape Sayo Diatta en poste 1 et 2, Lamine Sam poste 2, Mohamed Faye en poste 3, Djibril Cham poste 3, Suleiman Aou poste 3, Babacar Touré, poste 4 et 5, Malay Ndoye, poste 3-4, Youssouf Ndoye, poste 5, Moïse Diamé, poste 5 et Cheikh Mbodj, poste 5. Un choix difficile pour le coach. Ça n'a pas été une sélection facile parce que je pense que les 14 joueurs qui étaient là méritaient d'y être. On a eu des discussions entre nous par rapport à ça. Et donc on a donc comme un accord. Une qualification très convoitée pour faire partie des 5 pays qui vont représenter le continent à cette Coupe du Monde. Il faut montrer ça sur le terrain, comme le coach l'a dit. On l'a fait les tournois précédents. Maintenant, il faut finir le job. Et comme l'a dit le coach, c'est 3 finales. Faire parmi les 5 pays qui vont représenter l'Afrique. Et il faut mériter la qualification. Et c'est ce que nous voulons faire. Ainsi, pour la dernière fenêtre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sénégal va jouer contre le Rwanda, le Mali et le Nigeria. Pour rappel, Ibrahima Thomas et Pape Moustapha sont les joueurs recalés. C'est sur cette note que se referme ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite la deuxième et dernière partie de votre magazine L'Essentiel. Cette édition vous revient dans une demi-heure. Ce sera en Wolof. Excellente suite des programmes sur la Sen TV. Sen TV, bienvenue chez vous. Vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Sénégal. Merci. Affaire de bida bi lu war gas suul ñun ñëpp benn lañu. Les batailles. Nous sommes toujours Ngor, mais bi yoon ci centre de vote Alieu Samb. Demandez à Macky Sall de visu de quel droit il fait circuler. ñu nekk fii ci li Touba. li nga xamante ne moo di 18 Safar. Sen TV, bienvenue chez vous. C'est bon les gars, on démarre dans 2 minutes. Oui Major. Je suis là. 2 minutes. On connaît farceur. 2, Major, du sérieux s'il te plaît. Go. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax yéen ngi seen émission Bissap Comedy Show. reetaan lu nit kan la mën a may alal. Bissap lañ koy woowee. dama lay seetaan sa émission bi daa may ree laajte rek yu ñuy laaj est-ce que jigéen bu gisul baayam ndax yaayam mën na koo yar. dama ko tay. góor jigéen bi nga doon. borom ñaar tur yi. dafa mel ne lu la fi indi danga ko fàtte. ñëw ñu fi pour nobante de wala pour bëggante alal ji lañ soxla. sa jarbaat bii dafa màgg sax. man ak sa yaay ñun ñaar rek la
te depuis ma wax ak yow ci waxu Kewé déggatuma la fenn gisuma la. Et si j'en ai pas envie? C'est-à-dire que aw ma envie lii la. ñun amuñu envie maquiller la. Diopène laa bëgg jëbetam bi yéeg mu dee ñu def mélange à 3. Ressaisis-toi. Est-ce que xam nga ni Madior ak Dior ñoo war a ànd. Bientôt sur Sen TV. Madame, Mademoiselles et Messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous. Bienvenue chez vous. Vous êtes bien sur la Sen TV, votre première chaîne urbaine du Sénégal. Et bienvenue dans votre émission Rendez-vous des excellences. L'art de la guerre, bien qu'encore présente sur la planète, laisse de plus en plus place à l'art de la paix. Plus communément appelé la diplomatie, semble être la nouvelle discipline qui prévaut entre les hommes. Notre invité aujourd'hui est la République islamique d'Iran. Comme vous le savez, la révolution islamique en Iran, c'était une révolution populaire. Vendredi sur Sen TV. Sen TV, bienvenue chez vous. Dernière partie de l'essentiel Sénégal environnement, la préservation du littoral. On en parle ce soir avec M. Mokhtar Ba. Il est président de l'association Nouveau Monde, membre également de la Perle. Et nous sommes aussi président de la Perle, d'accord. Je vais me faire virer. Hein. Non. Je parle d'autre chose, je parle pas de ça. Alors je m'excuse, président de la Perle. Nous sommes aussi avec notre consultant maison, Momar Djongbe. Momar, nous étions sur cette histoire du littoral avec ces 8 mesures proposées par la Perle, mais véritablement, est-ce que ça a des chances d'aboutir? Est-ce que vous pensez que nos hommes politiques aujourd'hui, surtout celui qui sera élu dimanche, pourra porter ce combat et même aller jusqu'à l'expropriation, réappropriation? Oui, je pense que ça pourrait quand même aboutir parce que c'est des mesures quand même simples, facilement applicables et très concrètes. Je crois qu'à ce niveau-là, il peut ne pas y avoir de problème. Il se trouve également que la question du littoral est une question parmi tant d'autres qui doivent être prises en charge dans le cadre global des politiques publiques qu'il va falloir prendre en matière d'environnement. Et c'est là où peut-être j'ai quelques divergences, une petite nuance avec Matar, parce que moi je suis plus pour une approche beaucoup plus globale des questions environnementales et également la mise en exergue d'un aspect qui me paraît fondamental, parce que c'est ça qui permettra d'aller vers un changement des mentalités, c'est-à-dire la mise en exergue de l'aspect économique. Figurez-vous bien qu'avec tous les dérèglements climatiques que notre pays a connus et qui se manifestent à travers le phénomène comme les houles, comme l'érosion côtière, il y a 2 mamelles de notre économie qui sont quasiment tombées en lambeaux. Il fut une période où quand même les 3 sources de devises du pays, les 3 principales sources, c'était les phosphates en premier lieu, ensuite le tourisme, mais vous conviendrez avec moi qu'avec l'agression du littoral et le phénomène de l'érosion côtière, sur toute la côte, l'activité touristique est en berne. Et c'était jusqu'à une période récente la 2e source de devises pour le pays. Si vous y ajoutez maintenant l'activité liée aux produits halieutiques, c'est-à-dire la pêche, vous avez vu qu'il y a eu un dérèglement climatique et peut-être une surexploitation de nos produits halieutiques qui s'est traduit par une rareté des ressources halieutiques.
Ce qui amène nos pêcheurs d'ailleurs à aller squatter les côtes mauritaniennes et les côtes en Guinée-Bissau jusqu'au Cap-Vert, avec tous les problèmes que ça peut causer. Il y en a même qui, devant la résistance des gardes-côtes, soit de la Mauritanie, etc., de la Guinée-Bissau, ont perdu la vie. C'est là le problème. Comment faire en sorte d'avoir une prise de conscience de la part de nos gouvernants, de nos législateurs et des populations elles-mêmes, une prise de conscience de l'aspect fondamental que représente l'environnement. Et comment faire en sorte que ça soit intégré dans les politiques publiques de manière à réhabiliter ces deux mamelles de l'économie que constituent le tourisme et la pêche. C'est là où se trouve le problème. Sans oublier maintenant que des phénomènes comme l'érosion côtière, comme la houle, ont déjà causé 344 milliards de pertes. C'est des dégâts énormes. Compte tenu des pertes en vie humaine et du dérèglement des activités que sont le tourisme et la pêche. Donc, ça a des dégâts inestimables sur l'économie sénégalaise, ce qui appelle de la part de tous les acteurs politiques, et principalement de celui qui sera élu au soir du 24 février prochain, une prise de conscience pour que la question environnementale soit au centre des politiques publiques. C'est de cela qu'il s'agit. Si on vous suit bien, c'est comme si Karim Wade avait bien compris. Il avait cette bonne vision de gestion du littoral, surtout à Dakar. On a dit qu'on a l'une des plus belles corniches, il l'a quand même arrangé. Ça me conduit à parler de choses qui sont un peu personnelles. Et je crois que... Et puis je reviendrai sur cette histoire de Hulot, les problèmes qu'il a eus. Et également de la complexité qui est posée aujourd'hui en termes de traitement de la question quand on l'amène à un niveau plus global, plus large, tel que le pose Momar. La première, c'était quoi encore? Voilà, le truc personnel, ma connaissance avec le président Wade. J'avais écrit une lettre ouverte. Cette lettre ouverte, je crois, s'intitulait « Les pontes de la République se partagent la corniche ». J'ai été convoqué le lendemain par le président Wade lui-même. Je pensais que, bon, on allait me remonter les bretelles. Eh bien non, je me suis retrouvé dans son bureau avec ses conseillers. Il me dit d'y aller. J'étais en train de parler, comme je suis en train de vous parler aujourd'hui, avec peut-être même moins de maîtrise sur certaines questions, parce qu'après, l'expérience est passée par là. Et je me souviens lui avoir dit à la fin, Monsieur le Président, en 2007, vous pouvez gagner les élections avec le littoral. Je me souviens lui en train de me dire, ah bon, ben expliquez-moi ça. Eh bien, c'est ce que j'ai retrouvé chez Mariam Abba. N'allez pas dans les choses compliquées. Regardez le monde dans sa plus grande simplicité. Quelqu'un qui a la possibilité de s'évader, qui a la possibilité, quand vous vous réveillez, vous pouvez aller à la mer, acheter un poisson ou vous promener, courir. Vous pensez que c'est la même chose que quelqu'un qui étouffe et qui est confiné dans un couloir? Eh bien non. Cette personne-là, quand elle va voter, il n'y a rien à faire avec la hargne, ou bien quand il y a des machins, pourtant je m'en sors quand même, etc. Mais ça, c'est le texte de Mariam Abba. C'est pourquoi je parle d'interprétation culturelle et sociologique dans comment nous entretenons, comment la relation est entretenue entre nous. Et effectivement, j'avais fait l'objet d'une interview assez corsée de Il est midi à l'époque, ce journal, pour que je m'explique sur toutes ces choses-là. C'était resté d'ailleurs longtemps. Et malheureusement, bon, les investissements ont été faits. C'est pourquoi certains avaient écrit à l'époque que c'est moi qui avais influencé les travaux sur le littoral, mais pas de la manière dont on l'a fait. Là, on a fait des corniches, on les a ouverts, on a fait de grandes routes, etc. On a laissé de l'autre côté. Alors que moi, j'étais dans une urbanisation verte, des couloirs, des ponts, des ruisseaux, des choses exceptionnelles, des restaurants, mais magnifiques, des trucs en Crète. On était dans un rêve qui n'était peut-être même pas le mien. Moi, je m'inspirais d'un Allemand qui est venu ici au Sénégal, qui s'appelle Joachim Brandy, mort en 2005,
qui, pour les besoins du mémorial Gorée Almadies, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, découvre cette ville de Dakar en disant mais c'est la plus belle ville du monde. Mais les Sénégalais n'ont pas besoin d'être aidés, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont entre les mains. Obtenu du gouvernement allemand un financement pour faire un séminaire pour aller prendre chacun des Sénégalais qui avaient une influence ou qui travaillaient dans le secteur qui avait un lien quelconque pour le former à comprendre ce qu'il y avait entre nos mains. Et voilà, et il nous a d'ailleurs pondu un projet qui s'appelle Dakar 2030. Allez chercher ce projet, vous ne le retrouvez pas. Et en écrivant, moi, ma lettre ouverte, en faisant mes recherches, que je suis tombé sur un vieil architecte, fonctionnaire, qui avait fait ce séminaire et qui avait conservé quelque chose qui me permettait d'avancer là-dessus, sur les principes et des choses comme ça. Tout a été fait ici. Dakar, c'est la plus belle ville du monde. Seulement, on nous l'a confié, nous, Sénégalais. Tu le confies peut-être à des Burkinabés, c'est autre chose. Tu le confies à d'autres personnes, c'est autre chose. Au Rwandais, tout le monde vivra ici, etc. Il y en a même qui disent que Dakar, pendant très longtemps, a été la presqu'île du Cap-Vert, mais le vert est parti et il ne reste plus que le Cap. On a tué le ver du Cap. On a tué le ver du Cap. J'ai fait un article sur on a tué le ver du Cap. Donc vous voyez bien comment on a progressé. On a une histoire, Senghor, qui lui, d'ailleurs, c'est une question, je me suis posé souvent la question à l'époque, je me suis dit, mais comment Senghor, avec toute la place qui existait, il s'est mis à parler de littoral qu'on n'y touche pas et à parler de protection. C'était ancien quand même. C'est tout bête. C'est-à-dire que tous les pays qui ont un littoral ont eu un problème littoral. Mais après, ce que les gens sont, leur tempérament, leur sérieux, leur professionnalisme, vous allez au Portugal, la Perle, c'est la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Le terme réappropriation, nous l'avons pris sur la loi espagnole qui est une loi de réappropriation nationale. Et donc, à Paris, lorsqu'on créait le conservatoire du littoral pour rattraper le littoral, racheter les terrains, exercer les droits de reprise, les Pompidou, puis Giscard d'Estaing, Senghor, c'est là où on lui a dit « Vous avez une chance absolument incroyable, on n'y a pas touché, légiférer, protéger ce littoral. » C'est comme ça que c'est venu. Donc il y a une histoire. Et donc les Moustapha Niasse, les Tanordien ont été formés à ça. Parce qu'ils étaient avec Senghor. On n'osait pas toucher cette affaire-là. Si jamais il était revenu ici, vous imaginez qu'est-ce qu'il verrait? D'accord. C'est que Senghor, c'est un insulaire aussi. Donc quand il construit sa maison les dents de la mer, on peut bien comprendre. Mais quand des gens venus de l'interland du Sénégal qui ne comprennent rien à la chose veulent construire, ils construisent les dentelles de la mer. Moi, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais revenir. La première chose, c'est qu'il se pose un problème de rupture du principe d'égalité dans la gestion du littoral. Pourquoi on parle de mixité sociale? Le principe d'égalité entre les citoyens est rompu à partir du moment où seule une catégorie sociale, c'est-à-dire les plus nantis, peuvent avoir des portions de terre sur le littoral. Ça pose problème d'abord. Et le deuxième problème de rupture du principe d'égalité entre les citoyens, c'est que, outre ceux qui ont érigé leurs habitations et qui sont donc les plus nantis, il est hors de question que moi, pauvre, je puisse avoir un lopin de terre sur ce littoral. Donc, il y a cette rupture du principe d'égalité. Mais le deuxième, c'est que maintenant, pas mal de Sénégalais n'ont plus accès au littoral, ne serait-ce qu'à la vue du littoral, parce que c'est des endroits qui ont été privatisés et où il faut payer, pour pouvoir peut-être ne serait-ce que voir la baie ou la rive, etc. Donc ça pose un problème. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que pour qu'il y ait une très bonne prise de conscience des populations par rapport à l'importance des questions environnementales, il faudrait que des associations comme celle de Makhtar leur permettent de voir la corrélation qu'il y a entre les agressions qui sont faites sur le littoral, le phénomène de l'érosion côtière et leur santé d'abord, en termes de la qualité de l'air, qui vaut ce qu'elle vaut, en termes d'infections pulmonaires, etc. et de maladies. Ça, il faudrait qu'ils l'appréhendent et qu'ils le comprennent très bien. La deuxième chose, c'est la corrélation qu'il peut y avoir entre ce phénomène et leurs activités économiques.
surtout les pêcheurs, etc., et ceux qui s'activent autour des produits liés à la mer. Quand cette prise de conscience est faite, je crois que vous aurez un partenaire fondamental pour mener à bien toute l'action de sensibilisation que vous faites en direction des décideurs et en direction des législateurs. D'accord. Allez-y, une minute. Hein, la prise de conscience progresse. Je vous rappelle, est-ce que vous vous êtes souvenu lorsque les Turcs ont voulu construire leur ambassade sur la mur de la honte là. Avec le mur de la honte et tout ça. Soit dit en passant, les Turcs allaient sur 30 km sur Istanbul. Attends, vous ne pensez même pas qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Nous, chez nous, on peut construire. Ça veut dire que déjà, on a un problème pour nous. Mais en 3 jours, on avait eu 12 000 signatures. Si vous vous souvenez bien, il y avait des parlementaires qui avaient été arrêtés. Il y avait des médecins qui ont bravé les lacrymogènes pour obtenir l'annulation de l'autorisation de construire. La prise de conscience progresse. Moi qui suis ici, je peux vous le garantir que c'est en train de se faire. Mais j'ai une réponse, Ben a posé le problème de Hulot. Et Momar aussi, je vais être court cette fois-ci, parce que j'ai tendance à faire des développements longs. Nous sommes bien conscients de l'érosion marine et tout. Mais pour moi, on a une progression. On commence d'abord par les petites choses. Réglons d'abord cela. Qu'on ait conscience de l'existence de ce littoral et de ses potentialités, qu'on sache que, bon Dieu, il ne faut pas les brader, bon Dieu, il faut les conserver, bon Dieu, il faut faire ceci. Ça, après maintenant, on passera à l'autre phase. Il y a des choses qui sont urgentes, bien sûr, il y a un parallélisme qu'il faut conserver. Mais si vous vous mettez à faire un problème tellement global, c'est terminé, vous n'aurez rien du tout. Et vous, Ben Hulot, parce que Hulot, il a dit quelque chose d'important. On termine sur Hulot. C'est parce que Hulot, non, c'est parce que le combat à Paris, qui est dans une approche plus globalisante à la Momar, avec leurs spécificités. Vous avez le nucléaire à Paris, en France, vous avez le charbon en Allemagne, vous avez le français qui a besoin d'une révolution pour avancer dans la vie. Vous avez, voilà, etc., etc. Vous avez, alors que nous, on est d'abord, au moins, il ne s'est pas bradé. Il y a des choses qui sont élémentaires. Vous avez vu l'histoire des Landes avec l'aéroport des Landes. Ils sont capables de prendre des mesures. C'est quand c'est compliqué que le caractère idéologique est net et que scientifiquement même, il y a des dissensions. Il y a aussi la voiture électrique. C'est plus compliqué. Nous, on leur dit. Ce littoral-là, Boulenko, mais attends, jëlal kii 1000 mètres carrés, jëlal fii, dugal fii, génn fii, mais attends, faut que nga jëkk a régler. Boo réglé wulee loolu, réglé wuloo dara. D'accord. Parce que c'est terminé, amuloo dara entre les mains. D'ailleurs, le jour où tu vas prendre conscience réellement, il ne te restera plus rien sauf à faire la révolution. D'accord, monsieur Bamata. Et c'est ça qui amène les radicalismes et qui font que on est dans des démolitions sans contrôle, alors que nous sommes sur une approche simple, tranquille et positive. Merci à vous, monsieur Mokhtar Ba. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et désormais il est membre de l'équipe de l'essentiel. Merci Amina. Je disais, moi quand est-ce que je vais avoir le truc d'être à côté aussi? Il faut que j'y sois. En tout cas, numéro 6, mesure numéro 6. Amina, mesure numéro 6. Oui. Non, mais on est en train de rigoler. Oui, allez-y, la renonciation volontaire. Chaque fois que quelqu'un viendra ici, posez-lui la question, est-ce qu'il a un terrain sur le littoral? Est-ce qu'il est prêt à renoncer selon la mesure numéro 6? Et vous verrez que vous avez fait quelque chose. Quelle que soit la question, qu'il soit de quelque nature que ce soit, c'est pour nos enfants. D'accord, c'est bon, c'est fini. Maman. Il a fallu attendre la fin de l'émission pour avoir le grand Mokhtar Ba, défenseur invétéré du littoral, dans la gestuelle et dans la tonalité. D'accord, merci à vous tous. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. L'essentiel vous revient demain à la même heure. À l'actualité, toujours en continu sur www.actunet.net. Temps de campagne, c'est à 22 h avec Nene Aïchaba, Mamadou Ndiaye Dos et Pape Chersila. Bonsoir. Sen TV, bienvenue chez vous. Dimanche, les candidats, abstenez-vous. Vous aviez promis qu'une fois élu. Dundu
sa bëgg-bëgg ci kaw mu ànd ak kaaraange ak préservatif yi di Protect ak Fagaru aaral sa bopp aar sa àndandoo message bi USAID Ademas ak Shops Plus ñoo leen ko jagleel. mën ngeen ñu woo ci suñu numéro vert bi di 800 00 50 50.